Aujourd'hui, en Mongolie, il est connu comme le fondateur de la nation. Par son empire, ses conquêtes et son impact sur l'histoire, il est célèbre à l'échelle mondiale. Mais au-delà de ces évidences, les avis sont plus partagés. Certains sont admiratifs et fascinés par cet âge impérial qu'ils voient comme une période glorieuse et dorée. Alors que d'autres réprouvent son côté conquérant, avec tout ce qu'il implique d'invasion brutale de ses voisins et d'attaques sanglantes. Il y a un cliché selon lequel les Mongols étaient des barbares. Mais il n'y a rien de plus faux. On a découvert qu'ils étaient régis par des formations politiques sophistiquées. Leur société était tout aussi complexe et hiérarchisée que celle de toutes les dynasties qui les entouraient. Contrairement aux idées reçues, l'Empire mongol n'avait rien à envier aux autres royaumes du continent eurasien. La vision que Gengis Khan a pour son empire repose sur l'unification des Mongols. Elle ne peut se réaliser qu'avec la loyauté indéfectible d'un peuple qui n'a Dieu que pour lui. Une nation divisée, c'est une nation fragile. Donc il lui fallait absolument un peuple soudé. Il a uni les Mongols sous une seule et même bannière. Et c'est pour ça qu'ils existent encore aujourd'hui. Parce que cette année-là, en 1206, Gengis Khan a décidé que les Mongols ne formeraient plus qu'un. Pour parvenir à ses fins, l'empereur intrépide restructure et renforce son armée. Il adapte ses services à ses besoins et peaufine le système militaire qui renforce son pouvoir. Ainsi, il façonne une armée à son image. À l'époque, l'armée mongole était encore régie par un système administratif très ancien qui remonte au moins à 200 ans avant Jésus-Christ. Quand Gengis Khan est arrivé au pouvoir, il l'a modernisé. À ce moment-là, chaque soldat a été classé en petites troupes de 10, alors regroupées en unités de 100 et réunies en groupes de 1000, faisant partie d'un tout symbolique de 10 000 combattants. L'empereur avait complète autorité sur les unités de son armée, mais il était bien obligé de déléguer. Pour ne pas prendre de risques, il a désigné personnellement les nobles qu'il voulait mettre à leur tête. Il a pioché dans les membres de sa propre famille, mais aussi parmi ses partisans les plus loyaux. Il a choisi tous ceux qu'il voulait voir diriger ses unités toumènes en son nom. Gengis Khan sait pertinemment qu'il doit protéger sa position. Il ne peut laisser la discorde intérieure fragiliser ses fondations. C'est là que l'Empire mongol est devenu tel qu'on le connaît. Gengis Khan s'est rendu compte qu'il était seul au sommet et que le système établi ne lui convenait pas. C'était cette désunion qui était à la source des conflits et de la zizanie dont il avait été témoin toute sa vie. Et pour lui qui visait une nation inébranlable, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Pour moi, il n'avait pas une confiance absolue en ses proches. Sauf que la loyauté, c'était sa priorité. La hiérarchie, tout en haut de laquelle il s'était inséré, celle qui mettait les nobles au-dessus du peuple, elle n'avait rien de nouveau. Ce qui a changé avec lui, c'est l'organisation même des castes de pouvoir déjà existantes. Le pays et les clans étaient divisés, mais le Khan savait que l'union faisait la force. Il a éradiqué les tensions internes et l'Empire mongol a commencé à présenter un front uni.